Merci d'accueillir le réalisateur Ali Chéri et l'acteur principal, invité surprise. Filmé par la productrice du film. C'est pas classe? Le producteur associé Rémi Bonhomme qui arrive, qui monte. Voilà, et probablement le distributeur. C'est une fête, quoi. Entre amis, quoi. D'où le... Je dis un mot avant. Vas-y, allez-y. Parce que donc le film était à la quinzaine des réalisateurs. C'est un des films sur lesquels bruissait la rumeur cannoise. Genre quoi? T'as pas vu le barrage? Comment ça se fait? Non, vraiment, c'est pour toi, c'est génial, tout ça. Et moi, je l'ai vu à Famec, où il y a un festival du film arabe, en Lorraine. Et c'était un gros coup de cœur. Avec quand même la nécessité de se laisser porter par l'imaginaire du film, hein, dans plein de directions. Voilà. Mais c'est un film réellement inventif et qui, du coup, déjoue les attentes habituelles de la narration classique. Je dirais ça comme ça. Voilà, c'est une invitation aux spectateurs. Dommage que l'acteur il soit habillé parce que là il est plus beau. Ça commence. Ça, c'est à la fin. À la fin. Pour le débat. Ça commence bien. Ça va être chaud. Ça. Est-ce que vous voulez dire... ouais, c'est pour ça, le côté confiné. Ouais. Bonsoir, d'abord merci beaucoup à Auréliès de nous recevoir, ça fait très plaisir. Vraiment, je trouve de savoir que des films comme ça peuvent encore sortir dans des salles, parce que c'est des films qui pour moi doivent être vus sur grand écran. Donc merci de nous offrir cette possibilité, et je sais que c'est pas facile. Donc de défendre des films indépendants. On n'a pas hésité. Hein. Merci, et surtout merci au public, donc ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes si nombreux. On a dû même refuser du monde. Arrête. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Si vous avez des amis qui n'ont pas pu rentrer, vraiment, il faut vraiment qu'ils reviennent. Donc c'est exactement ça. C'est un film, moi je crois, la meilleure manière de le voir, c'est de se laisser porter. Vraiment comme un corps qui flotte sur une rivière, comme ça, de se laisser aller avec le film. Donc le film a démarré par une rencontre avec Maher. Donc Maher il parle arabe, mais donc il sera avec moi aussi à la fin pour la discussion. Moi je peux faire la traduction. Donc si vous avez des questions à lui. Maher travaille dans une briqueterie au Nord-Soudan. Donc c'est pas un acteur professionnel, mais vous allez voir, il porte le film avec une grande force, moi je pense. Donc voilà, je vous souhaite une bonne projection et on sera là tous après le film pour en parler si vous avez envie. Avec l'autre producteur, Rémi Bonhomme, qui vient d'arriver. À tout à l'heure, merci beaucoup. Bon, je vais tricher un peu. Tu vas servir d'abord de traducteur. D'accord, pas de problème. Parce que je voudrais que Maher nous raconte les conditions de votre rencontre. كيف التعيين؟ تفضل كيف التعيين؟ احكيهم انت احكيهم لانه انا برجع بترجم لهم. اوكي. طبعا انا كنت بشتغل في الكماين منطقه في الشماليه بالقرب من البحر من النيل يعني. Donc il dit qu'il travaillait dans une briqueterie au bord du Nil au nord du Soudan. بشتغل هناك وقمت لقيت مع علي صدفه انا شغال وعلي جا انا مفتكره كان سايح. هو قال لي اخي انا عندي فيلم بدي اصوره في المنطقه ده قلت له اخي انا داير اصور معاك الفيلم يعني بحب امثل. Donc il dit donc la première fois qu'il m'a vu, il a cru que j'étais un touriste dans la région, donc il m'a interpellé en anglais et je parlais arabe.
Donc je dis que je travaillais sur un film et c'est lui qui m'a dit moi j'aime être un acteur, j'aime devenir un acteur, donc j'aimerais être dans ton film. بس قال لي يا اخي انت بتحب الافلام انا قلت له يا اخي انا بحب امثل وبحب واشاهد برضه بعض الافلام نجاكي شان و اسمه جيمس بوند Donc je lui posais la question, c'était s'il regardait des films et quel film il aimait. Donc il m'a dit lui c'était les films de Jackie Chan, de James Bond, Steve Austin. Donc il aimait les films d'action. Donc c'est très loin de. Non, non. On est très. J'ai pas réalisé son rêve de jouer dans un film d'action, ça c'est sûr. Et est-ce que c'est un petit peu son histoire? En tout cas, le film il a été écrit après la rencontre avec Maël. Donc je cherchais pas un personnage, je savais que je travaillais sur un projet. Donc une fois qu'on a décidé que ça allait être Maher, l'acteur principal dans le film, j'ai écrit en pensant à lui, à sa personnalité. Donc je savais ce que je pouvais lui demander dans le film. Maher ne parle pas beaucoup, il est très taiseux. Donc du coup, le personnage dans le film, je savais que je ne pouvais pas lui demander de faire un monologue pendant 5 minutes dans le film. L'idée aussi que Maher quitte la briqueterie pour partir les soirs. À ce moment-là, il travaillait sur la construction de sa maison parce qu'il voulait se marier. Entre-temps, il s'est marié, il a une petite fille depuis la fin du film. Donc voilà, donc aussi l'idée que c'était celui qui partait après à la fin du travail pour aller ailleurs. Ça venait un peu aussi quelque part de la réalité. Alors je fais un petit flashback. Toi, quand tu vas sur ce territoire-là, qui n'est pas le territoire que tu connais le mieux, qu'est-ce que tu cherches et quelle est ton idée de départ? Le point de départ, donc, c'était le barrage. Donc, je m'intéressais à la construction de ce barrage. Donc, au nord-Soudan, ça s'appelle le barrage Marawi. C'est l'un des 3 grands barrages hydroélectriques sur le Nil. Donc, il y a le barrage de Aswan en Égypte, Marawi au Soudan. Et au moment quand j'étais parti en 2017, il y a le grand barrage de l'Éthiopie, donc qui était en cours de construction. Et il y avait beaucoup de tensions, surtout entre l'Égypte et l'Éthiopie. Et même l'Égypte avait menacé de bombarder le barrage si la construction allait continuer. Parce que en fait, la construction de ce barrage allait limiter l'accès à l'eau au Soudan et à l'Égypte. Donc voilà, donc dans mon travail de plasticien, parce que moi je viens plus de l'art visuel, plastique, moi je suis dans l'art contemporain, je travaille beaucoup autour des éléments, de la matérialité. Donc ça m'intéressait, je voulais travailler autour de l'eau, l'élément de l'eau et les imaginaires autour de l'eau. Donc de partir au bord du Nil, donc on sait très bien le Nil et toute l'histoire autour du Nil. Et ça m'intéressait que à ce moment-là, l'eau devient l'élément qui pourra être un élément de conflit, mais même de futures possibles guerres. Donc je suis parti pour rencontrer les gens qui ont été délogés pour la construction du barrage, qui ont été forcés de quitter leur terre. Dans cette région-là, donc c'est un tribu qui s'appelle les Manassirs, qui vivaient là depuis des milliers d'années sur cette terre-là, et qui ont été, au fait, donc le gouvernement voulait les déplacer pour la construction du barrage. Ils ont refusé de quitter leur terre, et pour forcer l'évacuation, ils ont ouvert les vannes du barrage avant que les gens partent. Et donc on peut trouver très facilement des images des news, tout ça, l'eau qui monte dans leur maison. Ils avaient à peine le temps de sauver ce qu'ils pouvaient de chez eux. Et du coup, ils ont refusé de partir là où le gouvernement voulait les installer. Ils se sont installés d'une manière sauvage autour du lac artificiel, qui est une zone très dangereuse à cause des inondations. Donc aussi, je voulais partir rencontrer les gens de la région, et c'était, comme Maher l'a dit, c'était un hasard où je suis arrivé à la briqueterie. Et à ce moment-là, tout de suite, je me suis dit, voilà, le film doit être là. Donc la briqueterie se situe en aval du barrage. Qu'est-ce qui reste pour toi de ce projet initial, notamment sur les déplacements de population dans le film actuel?
pour moi, la briqueterie, c'était un peu comme une concentration de toutes les questions qui m'intéressaient. Ça veut dire le dépaysement, parce que tous les travailleurs sont des travailleurs saisonniers. Et il y en a quelques-uns qui viennent aussi de ce tribu qui ont perdu leur terre et qui travaillent actuellement à la briqueterie. Il y en a qui viennent du Sud-Soudan ou d'autres régions. Donc ils ont tous quitté leur chez-soi. Ils sont là pour des raisons économiques, pour travailler et tout. Et il faut penser que la construction de ce barrage, le projet autour de la question de ce barrage, c'était un projet, une manière de parler de la situation politique. À ce moment-là, le Soudan était encore sous la dictature d'Omar al-Bashir. Et pour moi, le barrage, c'était une manière aussi de parler de ces régimes autoritaires qui imposent donc ça devient comme un symbole de ces constructions qui créent une disruption dans la vie des gens, même pour l'écosystème, la nature. Donc voilà, pour moi, ce qui s'est passé à la briqueterie, c'était un peu un condensé des questions qui m'intéressaient dans la région et la question du barrage. Et du coup, le barrage est devenu un peu un hors-champ, quelque chose qui est un terrain inaccessible, mais comme une méta-présence qui est toujours là, qui affecte la vie des travailleurs sans être au centre du projet. Je vais reposer une question à Maher, puis après, à un moment, on va passer la parole à ça, mais je veux bien qu'il nous explique, lui, comment toi, tu lui as présenté cette construction qu'il fait dans le film. Ok. Voilà, et comment lui le reçoit aujourd'hui, cette partie-là du film. Donc, السؤال لك عم بسأل أنا لما فسرت لك عن الفيلم وقلت لك أنت عم تبني بالصحراء اللي كنت عم تبنيها كيف أنا فسرت لك إياه وعم بسأل إنه أنت كيف تفهم هذا الشيء اللي بالفيلم بتكون أنت عم تبنيه بالصحراء شو تفسيرك لهذا اللي عم تبنيه انا اصلا لما اثناء قدمني انا اصلا متخيل برج يكون برج يعني بتبني برج بتاع حمام او يعني زي المبنى ده احنا بنعملوها ابراج يعني من تحت بيكون فيه جداده او حاجه زي دي من فوق بنحط فيه حمام. Ok. Donc lui au départ, comment il l'a vu, il a interprété, c'est comme les constructions pour les je sais pas comment on appelle ça, les maisons de pigeons, ou les trucs les tours de pigeons. Parce que c'est pigeonnier, ça s'appelle, les pigeonniers. Parce qu'il y en a pas mal chez eux, et donc pour lui, en tout cas, cette forme de construction, ça lui faisait penser à ça. وبالفيلم كيف بتفهم انت اللي هو الشخصيه بالفيلم شو معناتها بالفيلم؟ Je me demande du coup dans le film qu'est-ce que ça pouvait avoir comme ça. كيف شو معناتها بقصه الفيلم اللي عم تبنيه انت كيف تفهمها؟ مع نفسي يعني. Il faudrait qu'ils avancent dans les écritures. Là. Ah oui, il faut qu'ils sortent des écritures. Viens, on va s'avancer là. Voilà. Par contre, il ne se mettra pas torse nu. Hein. On en a parlé à table, il est hors de question. Non, mais je préfère prévenir. Donc, il a dit, pour les gens qui vont revenir, chaque jour, il va enlever une couche. Donc là, il a enlevé la veste. Voilà. Demain, ça sera le pull. Donc, pour ceux qui reviennent... انا اثناء شغال ببني اصلا كنت يعني بتخيل من جوايا يعني انا ببني ومع البنيان بعمر بمشي كل مره بمشي مرحله ثانيه برجع مرات لما نمشي للكمينه يعني بحس باحساس اني انا لما اكون شغال في الكمينه كيف ثاني لما ارجع الصحراء ثاني للمبنى يعني بيجيني احساس بانه انا براي وشغال يعني ما معي زول هناك معي صعباني والناس اللي معي كلهم شغالين لما نجي راجع هنا بكون براي لما نيجي محل المضطرد هنا بتاع ثاني بيجيني خيال بانه الشيء اللي عمرته كله داير ينهد. هو بحاول بقدر الامكان شفته اطبطب عليه سريع عشان ما يتهد. Donc il dit que lui donc c'était entre la briqueterie et donc dans le ravin, dans le désert là où il construit sa construction. Donc pour lui c'était là-bas c'était un travail de groupe avec le reste des briquetiers, un travail pour vivre en tout cas. Et là c'est un travail plus intérieur quand il est tout seul, loin des autres. Et du coup il mentionne aussi le moment quand il y a la pluie et ça s'effondre et comment pour lui c'était un moment fort pour lui que sur quoi il a travaillé. En fait c'était son projet donc personnel. Quelque part qui a vu se détruire.
Mais est-ce qu'il le voit comme un projet artistique, comme un projet religieux? Ok, On sent ok. bien que le film joue avec ces dimensions-là. Bien sûr. يعني انت بتشوف مثل كانه مثل الفنان عم بيعمل لما يعمل تمثال او مثل في شيء بتعرف كيف بالشيء يعني مثل طقس ديني او شيء هيك كيف ولا يعني كيف تحس اكثر شغل كانك انت كنت فنان عم تعمل تمثال يعني ولا كيف؟ والله يعني انا لما اثناء شغال مش بحس بان انا يعني قاعد بعمر حاجه تكون قاعده كده يعني لابد الابدين يعني زي بيجي يشوف زي الهنا بتاعت الله يدينا اسمه البركال؟ زي البركل اوكي. شنو بتاعت اوكي. الاحرام. Ok. Ok. Donc, il dit que pour lui, ce qu'il était en train de construire, c'était une construction qui va durer jusqu'à l'infini, comme la pointe qu'on voit dans la montagne. En fait, c'est une montagne Barkal, donc c'est une montagne sacrée au Soudan, dans la région, et qu'on voit la pointe de la montagne. Donc, pour lui, ça ressemblait à cette pointe-là. Donc, et c'est comme une construction qui allait durer jusqu'à l'infini. Et ça, c'est votre idée ou c'est Ça- la série? Donc sa ça, c'est lecture. ce que lui, c'est sa lecture à lui. Ça s'appelle une transition. D'accord. Et Ali, donc toi tu choisis de faire en sorte que le sens soit très ouvert dans le film. Et d'ailleurs, au début, on n'en voit pas grand-chose, y compris dans le travail de l'ombre projetée, avec le travail à la fois de la construction en ombre, puis du corps de Maher en ombre lui-même. Donc tu les associes l'un à l'autre, mais en même temps, tu ne donnes pas de sens immédiat. Dans ton esprit, ça renvoyait à quelle connotation possible? C'est-à-dire, au fait, déjà, le point de départ, de travailler la boue, la terre, cette idée du mélange de la terre et de l'eau, c'est cette matérialité de la boue, elle vient avec une histoire. C'est-à-dire, il y a toutes les histoires autour les mythes autour de la boue comme étant le commencement. C'est-à-dire Adam qui est créé de la boue, les golems, même si on va plus loin, Gilgamesh, Enkidu, l'ami de Gilgamesh qui est créé de la boue. Donc il y a tout un imaginaire autour de cette matière-là qui est la matérialité du possible. En fait, un mélange qui donne, qui pourrait faire naître, en tout cas émerger un autre monde possible. Donc c'est un jeu avec le pouvoir de l'imaginaire. Donc l'humanité a toujours imaginé à travers ce mélange-là l'émergence d'autres natures, d'autres possibilités. Donc c'était le point de départ du film, parce que Maher, il y a deux lieux, si on veut, dans le film, donc la briqueterie et le désert. Et il y a très important aussi le trajectoire que Maher fait entre les deux. Donc on le voit à la briqueterie en train de travailler avec les autres. Et là, on est vraiment dans un ancrage complètement dans la réalité socio-économique, politique. Donc on sait qu'on est au Soudan au moment du début de la révolution et jusqu'à la chute du régime, dans un système de labeur, de production de travail. On voit la scène avec le propriétaire de la briqueterie. Donc voilà, donc on est vraiment dans un ancrage complètement dans la réalité. Et ce passage-là vers le désert devient un passage comme une ouverture vers un autre monde possible. Et on sait que le désert, il y a tout un imaginaire aussi autour du désert comme étant le lieu où Mirage, on peut... par exemple. Des mirages, par exemple. Des mirages, mais aussi, surtout par exemple dans la littérature pré-islamique, le Jahiliya, il y a toute une littérature autour de cette traversée du désert quand on quitte le noyau du tribu, de la famille, comme un voyage initiatique dans le désert. Et dans le désert, c'est là où il y a les jeunes, c'est là où il y a des rochers qui peuvent nous parler, c'est là où il y a les monstres. Donc voilà, donc c'est un peu inspiré de toute l'histoire de ce lieu. Et surtout dans cette région du Soudan donc, où on pratique le soufisme, donc une branche spirituelle de l'islam. Et dans le soufisme, au fait, il y a une réceptivité au monde qui est un peu différente. C'est-à-dire le centre du soufisme, c'est de dire que Dieu existe dans toute sa création. Tout ce que Dieu a créé est sacré. Donc la terre est sacrée, l'eau est sacrée, la nature, elle est sacrée. Et du coup, Dieu peut nous parler à travers sa création. Donc, un arbre peut nous parler, un rocher. Donc voilà, il y a toute cette tradition, si on veut, qui est inscrite dans cette région, en tout cas dans la culture, disons,
duquel le film un peu s'inspire, donc dans cette idée de passage dans le désert et la construction du désert, dans le désert. Alors, il y a ce que cette construction peut dire du personnage, de son désir de création, de son affirmation individuelle par rapport au lieu de travail collectif, etc. Ce rapport au religieux, parce qu'il y a un rapport aussi à la mort, au mausolée, à l'au-delà, etc. Et puis il y a potentiellement aussi une autre signification qui est quand même très présente et plaisante en arrière-plan, qui est la dimension politique, parce que du coup ça devient aussi une métaphore d'une révolution qui se bâtit hors champ par le biais de la radio, de la télévision, et puis qui à un moment est confisquée, ce qui correspond peu ou prou dans le film au moment de l'effondrement par la pluie. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ça, c'est-à-dire de la manière dont le film s'est imprégné, y compris du contexte politique de son tournage, puisque visiblement, ce n'était pas totalement prévu à ce degré-là au moment du tout premier tournage et de l'écriture. Ouais. Donc en 2017, comme je disais, donc le Soudan était encore sous la dictature d'Omar el-Béchir. Personne ne pouvait prévoir que le régime allait... C'était là depuis 89. Ouais, donc ça faisait 28 ans au moment quand on était parti pour commencer à travailler sur le projet. Et donc on avait mis les choses en place. Donc pour commencer, en 2019, on avait commencé à tourner les premières images à la briqueterie, donc où c'était des images plus pour documenter le travail. Donc j'intervenais pas, j'étais juste en train de filmer ce qui se passait pendant une dizaine de jours, et c'était à ce moment-là qu'il y a eu le coup d'État, donc la chute du régime, on a dû arrêter et partir. Et ce qu'on voit dans le film, les news, la radio, tout ça, c'était ce qui se passait vraiment pendant notre tournage en 2019. Donc les travailleurs à la briqueterie, ils étaient en train de suivre sur leur téléphone, à la télé, à la radio, les news qui arrivaient, surtout des manifestations dans les grandes villes, à Khartoum, mais aussi dans d'autres villes au Soudan. Et je trouvais, ça m'intéressait comment il commentait pas, c'est comme si cet événement qui est majeur quand même, la fin de 30 ans de dictature, un moment charnière dans l'histoire d'un pays, la possibilité d'une libération, d'un avenir démocratique, comment pour eux c'était, ils l'observaient mais comme si ça ne les concernait pas. Et du coup ça faisait vraiment en fait, la tension entre un événement majeur quand même qui a lieu un peu loin, et comment cet événement peut être vu à partir des marges. Quelle valeur l'histoire en cours donc, de ce mouvement, de cette révolte, et quel sens ça peut avoir quand on est un peu loin du centre, on est dans le même pays toujours. Et comme si dans le film, il y a deux temporalités. Il y a le temps de la révolution, le temps présent de ce moment de l'histoire du pays, et il y a le temps un peu... une histoire, si on veut, avec grand H, l'histoire millénaire dans laquelle ce travail s'inscrit, parce que la briqueterie, la fabrication des briques dans cette briqueterie-là, c'est une brique traditionnelle où les briques ont été faites de la même manière depuis le temps pharaonique. Donc, pour moi, ces corps-là, les gestes qu'ils sont en train de répéter, c'est des gestes qui ont été répétés pendant des milliers d'années. Et du coup, comme si leur corps s'inscrit dans un temps beaucoup plus large, où même un moment comme une révolution peut apparaître comme un épiphénomène par rapport au temps dans lequel eux, ils sont inscrits. Qui pose la première? Oui, allez-y. Ah, c'est pas tout à fait ça. Pardon, votre question est un peu ratée par rapport au pari qu'on a fait tout à l'heure. Mais allez-y. Parce que, Il n'y a pas de micro. Que représente le chien? ok. Très bien. Et pourquoi Ah, voilà. Parce qu'on a fait un pari, s'il y aura la question pourquoi es-tu le chien. Merci. Merci, on a gagné une bière. Parce qu'on disait qu'à chaque fois, il y a la question, ce qui est très légitime, bien sûr, la question pourquoi es-tu le chien. Je vais laisser d'abord Maher répondre, et après je vais répondre. عم سألك أنت كيف تفهم وجود الكلب بالفيلم؟ يعني لك الكلب شو بيعني بالفيلم؟ بالنسبه لي انا يعني ايه بالنسبة لك أنت كيف بتشوف وجود الكلب بالفيلم؟ كيف أنت بتفهم الكلب؟ Il donne à manger avant. واستطعتي تعميه وتقتله انه انت كيف تفهم قصه الكلب بالفيلم؟ بالفيلم انا بفهم قصته بانه يعني انا بحس قدر ما امشي انا في الكمينه بيبهريني بيكون مراقبني انا في الكمينه
بيجيني ومرات يجي بزكو تاني لما امشي الوادي بيشتغل برضه بحس بانه زي كانه بيطلع علي وانا ما اعرف مرات يفتش وما يلقاه يعني بحس بانه زي صديقي وبيتهرب مني كده بشوفه مرات ومرات ما اشوفه بيجيني كده زي خيال حاجة زي دي. Donc il dit que partout il allait, il y avait toujours le chien qui était derrière lui, et même quand il va travailler dans le ravin, il regarde comme ça, il trouve que le chien aussi est en train de le regarder, de l'observer, et du coup, il sait pas, ce chat, c'est comme si c'est de l'imagination, c'est comme s'il l'imagine derrière lui tout le temps. Je me pose la question, quand il tue le chien, comment lui il le comprend? Ben lui aussi peut-être il se pose la question pourquoi il tue le chien. Il n'osait pas te la poser depuis des mois. C'est à moi de répondre peut-être à cette question. C'est un chien de rue, il n'y a pas de chien. Ouais, donc en fait il traînait à la briqueterie, donc c'est un chien Maher le connaissait très bien, mais et donc en tout cas le chien c'est un personnage principal pour moi dans le film. Le film s'ouvre avec le chien, donc c'est le chien qui nous emmène, qui introduit la briqueterie, qui présente Maher, qui nous mène vers Maher. Et dès le départ, comme Maher l'a dit, c'est Maher alors que le chien il a l'air vraiment adorable, Maher ne veut pas cette présence, il le rejette depuis le début. Après, je ne veux pas donner fermer la lecture de la présence du chien. Je peux dire comment moi je peux un peu l'interpréter, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la seule manière de lire la présence du chien. Donc c'est le chien aussi, comme Maher l'a dit, c'est le seul qui aussi va dans le ravin et qui dévoile un peu le secret ou le lieu secret de Maher. Donc pour revenir sur la question politique, donc le film, il y a deux trajectoires. Il y a le trajectoire de Maher et il y a la révolution. Donc il y a pour moi un parallèle en ce que raconte l'histoire de Maher et l'histoire de ce soulèvement. Et donc dans ce sens-là, le chien peut être aussi celui qui essaye de le dompter, de calmer sa révolte, qu'il accepte cette réalité. C'est le seul qui l'a suivi de la briqueterie, donc, qui vient de l'autre monde duquel Maher il essaye quelque part de s'émanciper, de se détacher. Donc le geste, est ce que je comprends que c'est un geste auquel on ne s'attend pas, parce que c'est le seul moment un peu de tendresse, si on veut, entre Maher et le chien, et qu'il décide de le tuer, qui vient, et en plus un geste qui vient, on ne sait pas d'où elle vient cette main qui tue le chien. Donc c'est une question d'où elle vient la main qui tue. Ça, pour moi c'est une question, je ne crois pas qu'on a vraiment une réponse à ça. Et c'est la question aussi, est-ce que c'est possible de passer par une révolution, un changement radical, de faire une rupture complète avec ce monde d'oppression sans passer par la violence. Donc c'est la question de ce moment de violence qui parfois, même dans une révolte ou un soulèvement ou une révolution, qui peut juste surgir, on ne sait pas quand on bascule dans la violence. Peut-être c'était nécessaire aussi de passer par ça. C'est-à-dire, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire, pour moi, je savais qu'il fallait qu'il tue le chien, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a plusieurs manières de lire, mais je veux dire, mais pour moi, c'était un geste qui était important dans l'histoire et dans la trajectoire de Maher. Du coup, ça permet de revenir sur la question des éléments, puisque l'eau dont on a beaucoup parlé donne lieu au feu à la toute fin. De même que la logique de destruction dont il est d'abord victime finit par s'opposer à la construction, qui est le geste initial qu'on voit à partir des briques. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même aussi ça qui raconte ton rapport à l'art contemporain, en fait. C'est ce côté très brut dans la façon d'assumer des enjeux, des thèmes, des matières. Est-ce que tu lirais ça comme ça pour justifier de ce passage entre
l'art visuel et le cinéma? En tout cas, pour moi, le point d'entrée dans ce projet-là, c'était à travers les éléments. C'est-à-dire, en tout cas, ce film-là, pour moi, s'inscrit dans un projet plus large sur lequel je travaille depuis plusieurs années, où j'ai fait d'autres films aussi sous ce projet. Donc là, c'est le troisième volet pour moi d'une trilogie tellurique. J'appelle trilogie autour de la Terre. Et ce projet-là, c'est aussi une manière d'une entrée dans l'histoire à travers les éléments, à travers les manifestations matérielles de l'histoire. Ce que l'histoire, et surtout une histoire de violence, peut produire comme matérialité. Et donc, en observant l'eau, la terre, les corps, comment on arrive à reconstituer une histoire, et surtout une histoire violente, donc une histoire de traumatisme aussi. Donc là, le côté plastique, en fait, c'est d'où je viens, de ma pratique plus artistique. Bien sûr, j'ai une sensibilité, disons, aux éléments, à la matière, et surtout, c'est une matière qui porte en elle une histoire. C'est-à-dire, le feu, il n'existe pas comme ça dans l'absolu. Il y a le feu qui devient le feu ravageur qui détruit, mais aussi c'est le feu qui réchauffe, c'est le feu doux pour faire le thé au début du film, ou l'eau qui se transforme d'un ruisseau pour devenir un déluge qui détruit. Donc il y a cette dichotomie entre, comme tu l'as dit, c'est le début et la fin, la destruction et la construction, la vie et la mort. Donc tous les éléments, ils portent en eux cette dualité et cette histoire-là. Donc voilà, donc c'est pour moi le film est d'abord, c'est pour ça quand je disais c'est un film qui se regarde peut-être par son corps avant que par sa tête, parce que c'est un film qui s'adresse à, c'est une expérience sensorielle presque. Et surtout le travail qu'on on a fait sur le son, c'est aussi que chaque élément a une présence pas juste visuelle, mais aussi presque physique, sensorielle. Et d'ailleurs, ce très beau glissement vers le fantastique, qui n'est pas immédiatement perceptible, qui passe à la fois par le travail de la bande-son, mais aussi par l'agitation de ces branches qu'on croit au départ être agitées par le vent, avant de se rendre compte que cette statue bouge, enfin qu'elle est vivante. Voilà. Et donc, je voulais savoir comment tu as travaillé, toi, sur ce rapport au fantastique, y compris parce qu'un confident dans la salle m'a expliqué que dans ton premier scénario, c'était plus documentaire que ça. Le rapport au documentaire reste très fort, mais l'une des particularités du film, c'est vraiment la jonction entre le documentaire et le fantastique ou le merveilleux. C'est-à-dire, moi je n'ai jamais utilisé le mot documentaire pour le film. En fait, je préfère parler d'ancrage dans la réalité. C'est-à-dire, c'est d'ancrage dans le réel. Dans ce sens-là, parce que, et même quand on parle de fantastique, c'est-à-dire, je ne voulais pas faire un film de genre, ni un film documentaire dans le genre documentaire, ni un film fantastique. Le projet, dès le départ, c'était de comment le rapport à... Moi, le truc de genre, j'appelle plus l'imaginaire ou l'espace de l'imaginaire. Et c'est un projet pour moi qui est un projet politique de penser à comment on peut changer le monde dans lequel on vit, un monde d'oppression, d'exploitation, un monde d'un régime autoritaire, et la possibilité de sortir d'un système d'oppression sans passer par l'imagination. Et surtout, ce qui m'intéressait, comment les régimes autoritaires, comme le régime d'Omar el-Bashir, moi je pense que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent possession de l'espace de l'imaginaire, dans le sens où on n'arrive plus à imaginer un monde sans eux. C'est le pouvoir de ces régimes de dire il n'y a pas autre possibilité que nous. Et il faut penser que tous ces briquetiers, ils ont moins que 30 ans, donc ils sont tous nés sous la dictature. Et donc la possibilité, c'est-à-dire de pouvoir changer un régime comme le régime d'Omar el-Bashir, il faut d'abord pouvoir penser ou imaginer qu'il y a possibilité d'un autre monde. Donc ce que Maher fait, c'est vraiment de dire le pouvoir de l'imaginaire comme stratégie politique de changement. On a besoin d'abord d'imaginer pour pouvoir après travailler pour changer le monde. Et donc ce que Maher fait, c'est que c'est le seul de la briqueterie qui part dans le désert, et c'est le seul qui semble avoir un projet. Tous les autres travailleurs sont pris dans un engrenage du quotidien de survie, au fait. Et donc lui, même si on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il construit, si on le comprend, on ne comprend pas, mais on voit très bien qu'il a un autre projet que
que de travailler à la briqueterie, qui est un projet qui parfois qui échoue, qui a au moment de la pluie, tout ça, et qu'il se relève, qui passe par la violence, mais en tout cas, il essaye de créer les conditions pour l'émergence d'un autre monde. Mon plan préféré du film, c'est par ailleurs la pluie qui tombe pendant que lui essaye de remonter la C'est la scène bouche, je trouve ça hallucinant. Il y a le fait de toucher toujours la boule, ça c'est très... Excusez-moi, les gens qui sont devant, est-ce que vous pouvez parler plus fort parce qu'on ne vous entend pas du tout? La dame parle du fait de toucher la boue. Voilà, C'est toujours là. C'est très présent. qui est très présent. Je traduis du français en français. Ça c'est ça a disparu depuis la fin du tournage. Il va mieux. La blessure, donc. Là, on parle exactement à la fin de quand il descend dans l'eau, exactement. Donc à la fin du film, elle disparaît. Et donc le film commence avec cette blessure. Donc Maher, il a déjà sur lui, sur son corps, et elle semble de s'aggraver au fur et à mesure du film, même qui ressemble presque à la terre qu'il travaille. Ouais, donc en tout cas, il y a quelque part tous les éléments, même la nature, l'environnement dans lequel Maher se déplace commence à répondre, en tout cas faire écho à sa trajectoire intérieure, sa quête, si on veut. Donc cette idée aussi du corps qui se peut être le début d'une transformation, où c'est lui qui va devenir cet être, cette créature de terre, où il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce qu'il a été blessé pendant une manifestation, donc une blessure causée par la révolution. C'est aussi... en tout cas, le film, on ne sait pas d'où elle vient, mais le film commence, et elle porte en lui cette blessure-là. En tout cas, moi, dans mon travail, la blessure, c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, je suis fasciné par l'ouverture du corps, comme un point de rencontre entre l'intérieur et l'extérieur. Comme la scène avec l'infirmière, quand elle lui passe la pommade, ça peut faire penser à saint Thomas qui met son doigt dans les stigmates de Jésus pour croire. Donc, il y a tout un truc visuel autour de cette ouverture du corps mais qui se soigne à la fin, en tout cas qui disparaît. Oui, allez-y. Que représente pour vous l'oiseau dans la voiture? Que représente pour vous l'oiseau dans la voiture? Surtout le regard entre Maher Qui est empaillé. Ouais, l'oiseau. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui revient très très souvent. Moi, je travaille beaucoup avec Bravo, 2 bières. les oiseaux empaillés. La taxidermie, ça me fascine. En dehors du film, moi, je suis fasciné par la taxidermie, alors que la taxidermie essaye toujours d'imiter l'animal en vie, alors que pour moi, c'est vraiment c'est quelque part une momification de la mort. En fait, c'est au lieu que la mort soit un processus de comment on dit, quand ça se détériorise, de décomposition, merci, ça devient une mort jusqu'à l'infini. Et donc, je trouve que c'est fascinant, et surtout, dans taxidermie, on utilise toujours les yeux en verre, donc qui brillent, qui semblent nous retourner notre regard. Donc, c'est quelque part comme un regard on regarde la mort, notre finitude, et un rapport à la nature aussi. Donc c'est la nature qui retourne notre regard vers un regard figé presque. Donc voilà, donc c'est des signes qui apparaissent dans le film comme qui peut-être qui annoncent ce qui va venir plus tard. C'est la scène avec l'échange de regards, c'est au moment de la cimetière, quand Maher trouve l'un des travailleurs donc de la briqueterie qui a un semblable à lui, qui peut être comme si une prédiction, Oui. on dit. Prédiction. Prédiction. Merci. Aussi. Par ailleurs, on le voit déjà dans la scène des salaires. Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on le voit. C'est celui qui proteste, qui est mort. Oui, exactement. Et dans la nature, quand Maher traverse le Bilek, là, en retour,
on aperçoit comme des petites pyramides Ouais. sur les côtés qui peuvent être des divinités, peut-être des femmes voilées, enfin on peut tout imaginer. Et elles étaient. Qui est-ce qui a construit c'est vous qui avez. Les pyramides, non. Je sais pas, Il est fort, c'est Ali. Ouais, elles sont plus petites. En fait, au Soudan, il y a des pyramides qui sont beaucoup plus petites que celles qui existent en Égypte. Donc c'est du temps pharaonique. Et cette pyramide-là, il y a plus de pyramides au Soudan qu'il y en a en Égypte. Il y en a de partout. Et donc, ça m'intéressait aussi ce parallèle entre ce que l'homme a construit et derrière, on voit la montagne qui semble encore plus somptueuse. Et je sais pas, donc c'est comme quand l'homme se compare à la nature et la grandeur de la nature qui reste à l'échelle de tout ça. Donc, mais j'ai pas construit des pyramides, pas encore. Ce sont des tombeaux aussi. C'est des tombes, oui, mais c'est différent. C'est pas à l'intérieur qui sont ces deux tombes. Les tombes funéraires sont devant, en fait, sous la terre et devant les pyramides. Et d'ailleurs, la plupart des pyramides au Soudan ont été détruites. En fait, il y a un explorateur italien, donc qui cherchait de l'or et qui a dynamité tous les têtes des pyramides au Soudan. Donc elles sont toutes décapitées, littéralement, à la recherche d'or qu'il n'a jamais trouvé. Donc, parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur, c'était au-dessous. Madame. Je voudrais vous offrir une troisième bière. Allez. La fin, Ouais. j'avais voulu dire, moi ce que j'ai voulu comprendre, c'est qu'il nage jusqu'à la Méditerranée, il s'y laisse emporter. Pour arriver à Montreuil à la fin. Mais oui. C'est comme ça. C'est un peu ça. Et ce mot avant d'arriver en Europe, C'est-à-dire que c'est une fin, bien sûr, c'est une image à la fin. J'ai pas envie de. C'est une fin qu'on peut lire de différentes manières. On voit, en tout cas, il a un sourire juste avant. Il se laisse porter par le courant. Il y a le soleil, un soleil un peu surdimensionné dans le ciel. Donc, ça peut être, il part vers l'Eldorado, faire un monde meilleur. Il va se noyer. On ne sait pas ce qui lui arrive, mais en tout cas. Il y a quelque chose d'apaisé, même si ça part vers quelque chose de positif ou négatif. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose d'émotion, je sais pas. Donc, tout est possible. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'une réponse à ça. C'est-à-dire, c'est parce qu'on le laisse partir et donc on peut imaginer ce qui lui arrive après. Et il y a un travail sur les surimpressions à la fin du film, qui n'existe pas avant, qui surgit à partir du moment où la colère prend le dessus, j'ai l'impression. Ouais, avec le feu et quand il nage à la fin et tout, où ça devient presque une identification à ces éléments. Quand on travaillait sur le scénario, pour moi, Maher, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son élément, mais littéralement, c'est un être de feu qui est dans un environnement d'eau. Et donc, si on veut schématiser sur les éléments, pour revenir si on veut raconter le film en termes d'éléments, et donc c'est de comment arriver du feu pour accepter l'eau à la fin. Donc c'est l'eau qu'il rejette, qu'il dit au début qu'il a peur d'aller dans l'eau parce que les vannes du barrage sont ouvertes. Et à la fin, c'est lui qui descend dans l'eau et il se laisse porter par la rivière. Donc voilà, c'est... Maher, je veux bien que lui donne son point de vue sur la fin du film, comment il l'a vécu et comment il ça a été de tourner ça. C'était pas lui qui a lâché, mais... Oh non, la magie du cinéma. عم بسألك أنت كيف بتشوف آخر الفيلم؟ كيف فهمت آخر الفيلم لما تروح تسبح مع النهر؟ مع النهر يعني في أمل في حياة ثانية يعني ما الحياة كده وانتهت. Ok. Il dit que pour lui qu'il y a de l'espoir, il y a une autre vie meilleure. C'est pas juste la vie qui existe ici. Alors du coup, je suis obligé d'ajouter, parce que c'est pendant le dîner, on a su ça, qu'il avait nagé pendant toute la Méditerranée pour arriver, que sa première sortie du territoire soudanais, c'est pour aller au Festival de Cannes. C'est vrai. Et que là, ça doit être la 4e séance de cinéma de sa vie, puisqu'il y en a eu 2 à Cannes et une, j'imagine, à Paris juste avant.
Et donc j'ai quand même envie de lui demander ce que ça fait de découvrir ce monde-là, a fortiori dans ces conditions-là un peu bizarres, d'avoir une spectatrice qui lui demande de se mettre tout nu tout de suite. Enfin, non, pas nous, non, juste torse nu, oui. torse nu. دونك عم بسأل إذا أنت عم تستكن بكان كان أول مرة بتحضر فيلم بصالة بالسينما وهلا هون بباريس وهيدا شو شعورك إنك تكون موجود بصالة سينما وعم تحضر فيلم؟ يعني مختلف عن لما تحضر على التلفزيون. مختلف اختلاف كبير شديد. يعني كوني أشوفه في السينما ده حاجة عجيب. يعني اندهشت أنا من أول مرة أشوف نفسي في الشاشة الكبير. يعني كنت يعني إحساس بتاع فرحة عظيم لدرجة بعيدة شفتها. يعني لما بقيت عاين لنفسي كده وأطلع الفرحة. Il dit qu'il était très étonné de se voir déjà en grand comme ça. C'est la première fois qu'il se voyait sur grand écran et en grand comme ça. Il était très content. C'était une joie qui l'a submergé. Donc il est toujours fasciné par ça, par l'échelle en tout cas de l'image. C'était ce qu'il a dit. Je peux pas rajouter d'autres choses. Vas-y. J'ai énormément aimé la musique. J'ai trouvé vraiment, je trouve qu'elle portait le film, elle était vraiment une alliée du film très forte. Je voulais également dire que en Occident, chez les personnes qui ont des démarches spirituelles, mystiques, le désert, c'est un lieu très hautement spirituel et que ce que j'ai beaucoup aimé dans votre film, c'est cette dimension universelle qu'il a. Parce qu'il a une profondeur, c'est hallucinant, quoi. Parce qu'on pourrait dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, il fonctionne, on comprend très bien qu'il fonctionne au niveau de la réalité, au niveau du travail, au niveau politique, au niveau culturel, au niveau spirituel. Et en fait, il est d'une très grande densité. Merci. Et je trouve, moi, j'ai énormément aimé votre film. Et ma question, ça sera pour Maher. J'aimerais savoir s'il a été content d'être comédien et s'il a envie de continuer à être comédien. أول شيء je lui explique d'abord le début donc قبل إنه كثير حبت الفيلم وإنه الفيلم حتى لو كان هو متصور بالسودان ممكن يكون فيلم يعني بيحكي عن كل الناس يعني بيوصل لكل الناس. عم تسأل إذا أنت انبسطت إنك تمثل وإذا حابب كيف تمثل. وحابب. Donc il dit qu'il aimerait continuer à jouer. انت كان في الفيلم اللي انعمل بالسودان كان ممكن كانت تمثل فيه لا تبع جوليا تبع Là, parce qu'il y a eu depuis un autre film. Le problème, c'est qu'au Soudan, il n'y a pas beaucoup de films qui se tournent. Il y a un film de fiction qui vient de finir, je crois, le tournage, en tout cas qui était en préparation il y a quelques mois. Il a été casté pour le film, mais malheureusement, il n'a pas eu le rôle parce qu'il cherchait quelqu'un avec un visage différent. C'est une autre région du Soudan, donc son visage ne correspondait pas à la personne qu'il cherchait dans le film. Mais en tout cas, il a dit qu'il aimerait continuer de jouer. Et le précédent film de fiction au Soudan avait été tourné 30 ans plus tôt. Ouais, ça laisse des espoirs de carrière un tout petit peu... Enfin, ça va s'accélérer. C'était interdit sous la dictature, les cinémas ils étaient fermés. Donc là, il y a vraiment beaucoup de projets, beaucoup de cinéastes soudanais qui ont fait beaucoup de courts-métrages. Il y a beaucoup de projets de longs-métrages aussi. Donc peut-être, on ne sait jamais. Et donc juste je peux dire que Maher, il a reçu le prix du meilleur interprète, meilleur acteur au festival de films de Caire, donc par Naomi Kawase, donc la réalisatrice japonaise qui était la présidente du jury, donc c'était une consécration pour lui en tant qu'acteur au festival de Caire. Vas-y. Je voudrais juste rajouter que c'était dommage que les prières n'aient pas aussi été traduites. Ouais. Parce que nous, oui, pour nous, c'est important aussi. Et la chanson. Oui, voilà, la chanson. Elle dit quelque chose de particulier, la chanson? C'est une chanson d'amour. C'est pas rien, une chanson d'amour. Surtout qu'il n'y a pas de fan dans le... Surtout qu'il n'y a pas de fan dans le film. La dernière. Bonsoir, bravo pour le film. Moi, je me demandais, comme vous disiez que vous l'aviez trouvé, donc il n'avait jamais joué la comédie,
comment est-ce que vous avez réussi à le diriger, notamment sur les scènes d'émotion? Comment est-ce qu'il a ce gros plan sur son visage avec les larmes qui coulent, évidemment incroyable. Ça, on va tout répéter. Comment vous l'avez dirigé? On va demander à Maher d'abord Ouais. comment il a été dirigé. Et ensuite, on conclura avec Ali. اوكي دونك عم تسال كيف انا يعني اداره الممثل، يعني كيف اشتغلت معك بتقدر تمثل، وعم تسال عن المشهد اللي انت بتبكي فيه، انه كيف شو عملت لك لحتى انت تقدر تمثل المشهد؟ انه اصلا المشهد معي اصلا بتاعي في اصلا حزن، يعني انت بتحزن بحاجه انت الشيء اصلا يعني بنيتها مؤمن نفسك فيه، وفجاه قام حاسس بانه راح منك، وجيت لقيته ما فيش فجاه، اكيد حتبكي. هو donc moi je lui ai pas demandé de pleurer, notamment il parle de la scène quand il pleure, et donc je lui avais juste expliqué qu'à ce moment-là sur quoi il était en train de travailler est complètement effondré, et là il vient et il voit devant ses yeux donc ce qu'il était en train de construire complètement à terre, et donc il a dit que c'est normal qu'on pleure à ce moment-là, et donc c'est lui qui a, moi je lui ai pas demandé de pleurer, on était en train de le filmer juste avec un regard intense, et là j'ai vu qu'il y avait des larmes qui commençaient à monter dans ses yeux, et donc j'ai continué je dis au chef opérateur de continuer de tourner, et donc c'est une longue scène pendant 5 minutes comme ça, il était en train de verser une larme après l'autre, et donc c'était venu de lui, d'une émotion qu'il a puisée en lui. Et est-ce que c'est après avoir tourné ça que du coup tu as fait le trucage de la statue qui elle aussi pleure, ou c'était déjà fait dans le scénario? C'était après ça. C'est vrai? Tu as intégré les larmes de la statue après qu'il ait pleuré? Parce que je trouvais c'est très beau quand on parle de l'eau, du déluge et tout, et du coup cette larme qui sort de ses yeux, je crois c'est comme un condensé de toute la force de l'eau qu'on voit dans le film. Bon, je vais conclure sur un truc qui est que nous, en interne, on fait un top des meilleurs débats de l'année. Celui-là vient de prendre la première position 2023. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Sophie Dulac, le distributeur. On n'a pas applaudi.